C'est compliqué de faire confiance, parce que je pense qu'il faut d'abord commencer par se faire confiance, pour oser faire confiance aux autres. Je trouve que le droit à l'erreur et la capacité à utiliser l'erreur comme un facteur d'apprentissage, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. Dans l'éducation, quand vous faites une erreur, souvent, on souligne en rouge, on enlève des points, alors qu'une erreur, c'est une façon d'apprendre. Cette notion d'accepter que le conflit peut être positif, c'est primordial. T'es pas d'accord avec moi et tu me le dis, c'est super. On a donc une occasion de créer quelque chose ensemble. Il a négocié face à des forcenés, calmé des crises internationales, inspiré une série américaine. Mais quand on l'écoute aujourd'hui, ce n'est pas de tension ni de bravoure dont il parle, mais bien d'apprentissage. Parce qu'au fond, négocier, c'est déjà éduquer. Apprendre à écouter, à comprendre, à faire confiance. Ancien négociateur du RAID, formé par le FBI, Laurent Combalbert a passé sa vie à rétablir le dialogue là où tout semblait perdu. Et aujourd'hui, il transmet cet art rare, celui de la relation juste, dans les entreprises, les écoles et les familles, et plus largement partout où l'on cherche à apprendre ensemble plutôt qu'à s'affronter. Son parcours, vous allez le voir, c'est une leçon de vie et d'éducation. Comment apaiser sans imposer, convaincre sans dominer et enseigner sans juger. Et surtout, comment la confiance en soi, en l'autre, en la vie aussi, peut devenir la plus belle des négociations. Laurent Combalbert, merci infiniment d'être avec nous et parmi nous aujourd'hui dans l'Ancien Genre. Merci de cette invitation. Vrai plaisir de vous avoir. Alors, on va parler d'un certain nombre de choses aujourd'hui dans l'épisode. D'abord, je voudrais commencer sur une phrase que vous m'avez dite en préparant cette interview. Vous m'avez dit que la confiance était majoritairement le socle de toute négociation, dans la majorité des cas, et ça part aussi de votre expérience large. À quel moment dans la vie on apprend à faire confiance ? C'est compliqué de faire confiance, parce que je pense qu'il faut d'abord commencer par se faire confiance, pour oser faire confiance aux autres. On constate que beaucoup de personnes ont peur de la relation, parce qu'elles s'imaginent qu'elles pourraient être trahies, elles ont peut-être vécu des expériences négatives, donc elles ont du mal à faire confiance a priori, alors que dans le métier que je pratique, celui de la négociation, mais également dans le management des équipes, comme j'ai pu le vivre au sein du RAID, ou comme je le vis aujourd'hui avec mes équipes de négociateurs professionnels, on donne notre confiance a priori, et on s'aperçoit que c'est plus efficace que d'attendre des preuves de confiance de l'autre. Ça permet d'aller plus vite et ça permet d'aller justement à cette création du lien efficace. C'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout, par exemple, à l'école ou à l'université, quel que soit notre âge, ni j'ai l'impression quelque chose qu'on apprend en entreprise quelque part. C'est un travail qu'on doit faire d'abord sur nous. La notion de confiance, elle est toujours surprenante. Quand je pose la question aux entreprises que j'accompagne, qu'est-ce que c'est que la confiance ? J'ai 25 définitions différentes. Donc on peut tous avoir la sienne. Pour moi, c'est un sentiment de sécurité. La confiance, c'est le sentiment de sécurité qu'on va pouvoir exercer. Alors en soi, quand on se fait confiance, pour dire les choses, pour exprimer son désaccord, pour être dans la logique de construire avec l'autre quand on a deux positions divergentes. Et puis c'est aussi les sentiments de sécurité que l'organisation peut créer en son sein pour faire en sorte que les gens qui s'y trouvent aient envie d'être efficaces, performants et dans cette recherche d'excellence et même de créativité et même parfois de transgression. Dans un monde qui bouge vite, il faut être capable de transgresser et ça se fait pas s'il n'y a pas de la confiance. Et de la confiance en soi pour le faire, et de la confiance de l'organisation qui accepte que vous transgressiez, si c'est conforme à certaines règles, bien évidemment. Donc ça veut dire que chacun doit adopter quelque part justement les mêmes règles, la même confiance en soi, confiance en l'autre. S'il y a un déséquilibre quelque part, c'est tout de suite plus compliqué. Il y a 5 leviers qu'on peut identifier dans une équipe qui permettent de voir si le niveau de confiance est efficace. Le premier, on en a parlé, c'est la confiance en soi, évidemment. Il faut être acteur de ce qui se passe et pas le subir. Il faut accepter l'incertitude. On vit dans un monde complexe. Je ne peux que suggérer la lecture de La méthode d'Edgar Morin à tous ceux qui nous écoutent. Ce sont 6 pavés absolument nécessaires si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui et cette incertitude qu'on ne peut pas éliminer. Donc accepter que l'incertitude existe et qu'elle fasse partie du jeu, c'est aussi un facteur de confiance en soi. Il faut de la confiance dans la mission, dans ce qu'on doit faire. Il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire, être sûr que c'est la bonne voie, la bonne façon d'agir et de fonctionner. Il faut faire confiance aux autres, ce qu'on appelle la confiance d'équipe ou la confiance des pairs, parce qu'on ne peut pas être bon tout seul. Dans un monde de plus en plus complexe, spécialisé, technique, il faut faire confiance à ceux qui sont juste avant et juste après nous dans le système. Il faut avoir la confiance dans l'organisation, on appelle ça dans le stratège, c'est-à-dire celui qui a la vision globale, qui va nous donner sa vision et qui va nous engager. Et puis, il faut avoir confiance dans l'histoire. Être capable de se retourner sur ce qu'on a fait et d'apprendre de ses erreurs. Je trouve que le droit à l'erreur et la capacité à utiliser l'erreur comme un facteur d'apprentissage, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant.
Dans l'éducation, quand vous faites une erreur, souvent, on souligne en rouge, on enlève des points. Ça, c'est sûr. Alors qu'une erreur, c'est une façon d'apprendre. C'est intéressant parce qu'on a reçu récemment Malin Ridal, experte de l'empathie que vous connaissez très bien et avec qui vous travaillez, que j'adore également, et qui nous prenait cet exemple en disant qu'au Danemark, par exemple, de là où elle vient, effectivement, à l'école, les fautes, les erreurs sont entourées en vert. Là où, en France, on a tous connu les annotations en rouge dès que ça va pas. Avec des gros traits, des points d'exclamation. Exactement. Alors, c'est vrai que ça évolue un peu. Moi, j'ai la chance d'avoir 5 enfants. Et ma fille, quand elle avait 10-12 ans, sa prof de français lui avait rendu un devoir en disant aux élèves, voilà, vous avez fait des fautes, donc je vous laisse prendre connaissance de la note que je vous ai donnée et des fautes que vous avez faites. Mais si vous refaites le devoir chez vous, à la maison, et vous me le redonnez, je le recorrige et je garde la meilleure note des deux. Et ça, c'est génial. Ah bah carrément. Ça veut dire je vous laisse accepter d'avoir fait des erreurs et ne pas les commettre une seconde fois. Et si vous faites un nouveau devoir et vous n'avez pas fait les mêmes erreurs parce que vous avez appris comment ne pas faire l'erreur que vous avez fait dans le premier devoir, je recorrige et je garde la meilleure note des deux. Ce qui impose une double correction, ce qui n'est pas rien pour un prof, quand vous avez 25 copies à corriger. Mais ce qui est assez génial en termes d'apprentissage. Mais ce qui impose aussi de la confiance de la part de l'enseignant pour un travail qui est fait à la maison, clairement. qui peut être utilisé, on en parlait en préambule, avec l'intelligence artificielle. Ouais. Donc je trouve que cette approche était assez géniale de dire vous êtes trompé, c'est super. Vous avez appris à vous tromper. C'est canon. Donc vous saurez ne pas le faire une seconde fois. Ouais. Donc j'ai bon espoir que ça évolue dans ce sens-là. Les entrepreneurs aussi qui connaissent l'échec de manière quasi constante disent également de plus en plus, et notamment dans les médias ces derniers temps, que l'échec devrait être quelque chose à valoriser, comme ça peut l'être dans les pays anglo-saxons notamment. C'est vrai qu'on raconte une histoire, alors est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est une légende, mais l'histoire d'un banquier qui aurait perdu plusieurs millions d'euros sur un deal et qui aurait présenté sa lettre de démission à son patron. Et son patron l'aurait refusé en lui disant « Je viens de t'offrir une formation à plusieurs millions d'euros. » Donc si cette histoire est vraie, elle est géniale et j'aimerais bien savoir qui est ce dirigeant qui a eu cette audace. C'est vrai. Mais c'est vraiment ça. Tu t'es planté, d'accord. On ne désamorce pas une bombe qui a déjà explosé. On s'est trompé, c'est clair, on apprend. Et je pense que dans l'échec, ce qui compte, c'est pas de le ressasser, c'est de l'assimiler le plus vite possible. En fait, il y a une émotion qui est importante, je trouve, dans l'échec, c'est la tristesse. Or, la tristesse, on considère que c'est une émotion négative, difficile à accepter, qui fait souffrir. Mais la tristesse, elle est primordiale. La tristesse, elle permet de faire le deuil. Et on ne construit rien de nouveau si on n'a pas fait le deuil de ce qu'on a perdu. Donc, un échec, une erreur, bien sûr que ça rend triste. Et il faut valoriser cette tristesse. T'es triste, tu te sens pas bien, c'est bien, ça marche, tu veux pleurer, vas-y. Ouais. Parce que quand tu l'auras intégré, tu pourras faire quelque chose de nouveau. Mais si tu n'as pas intégré l'échec, tu ne peux pas construire. Et la tristesse, qui est une bonne émotion, peut alors se transformer dans un sentiment qui, lui, est délétère, qui est la mélancolie. La tristesse multipliée par le temps, ça fait de la mélancolie. Donc, ouais, l'échec, ça fait pas plaisir. La tristesse que ça génère, c'est pas agréable, mais c'est super important. T'es triste, top, vas-y. Sois triste. Continue. Et maintenant, on avance. Allez, on recommence. Vous êtes expert aussi de négociation de crise, qui repose notamment sur l'écoute et sur la retenue. On pourrait se poser la question de comment on transpose quelque part cette posture qui est à la base conçue, dans votre cas notamment, pour sauver des vies, dans le cas les plus graves, dans des petits conflits du quotidien qu'on peut tous rencontrer. Déjà, je pense que la notion de conflit, elle est intéressante. Parce que si on interroge dans la rue les gens sur ce que c'est qu'un conflit, est-ce que le conflit est positif ou négatif, la plupart des gens vont le qualifier de négatif. Ouais. Or, le conflit, c'est la base de la créativité. Toutes nos civilisations se sont construites sur des conflits, dans lesquels on a traité par des guerres ou on a traité par des négociations. En France, il y a une école de guerre, il n'y a pas une école de négociation. Enfin, pas encore, on est en train d'y travailler. Mais cette notion d'accepter que le conflit peut être positif, c'est primordial. Tu n'es pas d'accord avec moi et tu me le dis, c'est super. On a donc une occasion de créer quelque chose ensemble. Est-ce qu'on a une volonté commune, un objectif commun, ce qu'on appelle en négociation l'OCP, l'objectif commun partagé? Mais si on a cet objectif commun d'avancer ensemble, notre conflit va nous servir de créativité. On va chacun rebondir sur les idées des autres, et parce qu'on n'est pas d'accord. On aura plus d'idées que si on avait été d'accord initialement. Donc j'aime bien d'abord la notion de conflit comme étant positif. On ne va pas renvoyer aux lectures de Simmel ou aux lectures de Max Weber sur le fait que le conflit peut être constructif, mais je crois énormément à ça. Et d'ailleurs, c'est la base du métier de négociateur. Parce que s'il n'y a pas de conflit, ce n'est pas la peine de négocier. Mais pour faire face au conflit de manière efficace, il faut créer une relation. Le lien avant le gain. Si on n'a pas créé le lien, personne ne peut gagner.
C'est intéressant ce que vous dites. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de négociation tout court. Pas nécessaire. Ouais. Si vous êtes d'accord, je vous propose un plan d'augmentation de salaire. Vous me dites c'est génial, je signe, je vous l'ai vendu, vous me l'avez acheté, mais on n'a pas négocié. Ouais. Si vous me dites non, ça ne m'intéresse pas, ou non, pas comme ça, ou non, j'en veux plus, là, on commence à négocier. Donc la négociation commence par un conflit, dans le sens technique du terme. Un désaccord qui va s'exprimer. Et c'est bien. Ouais. Parce que quand le désaccord s'exprime, on a une accroche pour discuter. Si je dis quelque chose à mon enfant et qu'il me dit oui alors qu'il pense non, je pense qu'il est d'accord, mais en fait, il n'est pas d'accord. S'il ose me dire non, je ne suis pas d'accord et qu'il m'explique pourquoi, et que son argument tient la route, là, on peut commencer à négocier. On peut commencer à discuter. Et pour qu'il ose le faire, cela nécessite la confiance. C'est clair. Il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une relation. Et la relation, c'est ce qui va derrière créer la confiance. Hyper intéressant. Le sentiment de sécurité. Dans votre carrière, est-ce que vous avez déjà ressenti, Laurent, qu'une négociation échouée avait plus, ou en tout cas, vous avez plus appris qu'une négociation réussie? Toujours. Ouais. Aujourd'hui, au sein de l'agence TTA, on a la chance d'avoir un taux de succès élevé, parce que c'est notre métier de faire de la négociation. Ouais. Moi, j'ai fait un peu plus de 3000 négociations avec un taux de succès autour de 98%. Incroyable. Les 2% d'échecs sont évidemment ceux qu'on n'aime pas, mais c'est là où on apprend le plus. Et d'ailleurs, l'acceptation même de la notion d'échec, moi, quand je suis rentré au RAID, j'ai été recruté par Michel Marie. Michel Marie, c'est le premier négociateur du RAID. C'est lui qui a eu l'idée que la négociation, c'était un vrai métier. C'est quelque chose qui devait s'organiser, se préparer. Et un jour, Michel m'a dit, au cœur de mes premières semaines de formation, il m'a dit, il faut que tu acceptes de perdre en otage. Et j'ai dit, bien sûr que non. J'ai choisi ce métier pour sauver des vies, pas pour en perdre. Oui. Il m'a dit, oui, c'est vrai, mais tu dois accepter que ce soit possible. Que l'échec fasse partie du jeu et que ce soit quelque chose qui un jour pourrait arriver. Par chance, j'ai jamais perdu d'otage, mais je me suis mis en tête que ça pouvait m'arriver. Alors, je m'y prépare pas, mais j'accepte que ce soit possible. Donc oui, une négociation qui amène à un échec, c'est une belle source d'apprentissage. Mais comme un succès. Quand on débriefe une négociation, j'ai 5 questions, à minima, que je pose. Que ce soit un succès ou un échec. Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Ouais. Et pourquoi on l'a bien fait ? Les 2 premières questions. Parce que même dans un échec, il y a des choses qu'on a bien fait. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mal fait ? Et pourquoi on l'a mal fait ? Parce que même dans une réussite, il y a des choses qu'on a mal fait. Et comment on améliore pour la prochaine fois ? Qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer pour le coup suivant ? Donc, oui, l'échec, c'est pas agréable, mais il ne faut pas gâcher un échec. Il faut en tirer profit. Toutes les bonnes conséquences aussi. Ouais. Comment faire justement de la négociation un acte de justice sociale ? Parce que quand on sait, et c'est mon cas, et j'ai beaucoup de chance, ce que vous faites, la manière dont vous faites, etc., on a vraiment l'impression, et au-delà d'une impression, c'est un fait, je crois aujourd'hui connu de tous, que vous répandez le bien autour de vous. Essaye. Donc on essaye, oui, vous essayez, mais c'est vrai que on peut aussi considérer que la négociation est un acte de justice sociale, comme certains le disent et comme vous aussi vous aimez le dire, dans un monde où en fait on a l'impression, surtout en ce moment, que le plus fort a toujours le dernier mot. Oui, je pense que le savoir négocier, c'est savoir obtenir ce qu'on mérite. Parce que vous n'allez pas obtenir ce que vous méritez si vous ne le demandez pas et si vous ne le négociez pas. Ouais. On est dans un monde qui se polarise de plus en plus. On est dans un monde où chacun choisit sa vérité. Je peux décider de ma vérité et que c'est finalement sur ce socle-là que je vais établir toutes mes relations. Ouais. Et quand je suis face à quelqu'un qui ne partage pas la même vérité que moi, eh ben, ça devient un ennemi. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes forcément contre moi. Et ça, c'est un vrai problème. Donc je pense que la négociation, ça permet à ceux qui n'en ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas été formés, parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés, d'obtenir ce qu'ils méritent et ce qui est juste. Donc pour moi, une négociation, c'est forcément éthique. Sinon, ce n'est pas de la négociation. Vous êtes un grand militant de la négociation éthique. Oui, j'ai vécu des situations de crise extrêmes dans lesquelles on a ramené de la paix par la discussion. Alors, parfois, on nous a reproché, même jusqu'au sein de certains membres de groupes d'intervention, parfois qui disaient « mais on perd du temps, vous nous faites perdre du temps, ça ne sert à rien, c'est du blabla ». Oui, mais débattre, c'est ne pas se battre. C'est préserver les vies, à la fois des otages, des intervenants, mais aussi des preneurs d'otages. Donc, il y a eu longtemps ce débat de est-ce que la négociation, ça vaut le coup ? Est-ce que ça mérite qu'on perde du temps ? Aujourd'hui, oui, on s'aperçoit que c'est un sujet clé parce que c'est ce qui va nous permettre de créer quelque chose. C'est ce qui va permettre de continuer à faire que notre civilisation, elle se construise sur des différences et sur des avis qui ne sont pas toujours alignés au départ, mais qui, à la fin, finissent par trouver consensus. Le spectacle que nos politiques nous offrent aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour le vote du budget, il est ahurissant. On est face à des incapables, dans le sens technique du terme. Ils ne sont pas capables de considérer qu'il y a un objectif commun qui est au-dessus de toutes leurs querelles politiciennes. Ouais. Donc,
les gens qui aujourd'hui savent dire « je ne suis pas d'accord, mais je vais voir avec vous comment on peut construire quelque chose si vous êtes d'accord pour construire » et qu'ils présentent un projet, une vision commune, un OCP, un objectif qu'on va partager, bien sûr que ça fait la différence. Donc on essaie de diffuser le savoir de la négociation au plus grand nombre. C'est pas réservé aux professionnels. C'est pas réservé aux commerciaux, aux agents immobiliers, c'est réservé à des gens qui, au quotidien, négocient. On estime qu'on fait 7 à 10 négociations par jour. Rappelez-vous la dernière fois où quelqu'un vous a dit non, je ne suis pas d'accord, et vous avez trouvé une solution. À la maison, avec vos enfants, ou avec votre conjoint, avec votre patron, bien sûr, on passe notre temps à négocier. Ouais. Donc oui, on pense que si on savait mieux négocier, avec une vision éthique de la négociation, ce n'est pas le monde des bisounours, hein, ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord, mais on n'utilise pas de pratiques non éthiques, on ne se met pas la pression, on n'utilise pas de menaces, d'ultimatums, de choses qui vont casser la confiance, qui vont l'impacter à long terme. Donc oui, je pense que si tout le monde était formé à la négociation, on aurait un monde de confiance, un peu plus un monde de confiance. Parce que ça pose des vraies questions sur la présence d'un négociateur dans une entreprise, dans un groupe politique. C'est presque un job. D'ailleurs, je crois que vous travaillez dessus, hein, un titre. Ouais, on montre qu'aujourd'hui, la négociation, c'est souvent un métier qui n'a pas sa direction dans les entreprises. La direction de la stratégie, la direction de la communication, la direction du commerce, la direction des ventes, mais il n'y a pas la direction de la négociation. Ouais. Et la négociation, c'est l'art des frottements. C'est l'art de gérer les conflits au profit de tous. Donc oui, de plus en plus, des gens viennent se former pour devenir des négociateurs professionnels. Ouais. On a des gens qui viennent nous voir pour ça. Et on envisage, alors c'est pas encore officiel, mais ça le sera dans quelques semaines, donc je peux l'annoncer à votre micro, on envisage de créer l'école supérieure des métiers de la négociation, qui va former des bachelors, des bac plus 3. Non pas sur la négociation comme un truc annexe à autre chose, mais la négociation comme majeure, qui sera le cœur de cette année de formation pour ces étudiants qui deviendront des négociateurs au sein des entreprises et des organisations qu'ils vont rejoindre. Et ça, c'est complètement dingue parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'école qui fait 100% de négociation. La négociation est un petit truc qu'on rajoute, ouais, c'est ça. Alors qu'elle est une compétence clé. Bien sûr. Des relations humaines, des relations commerciales. On ne pourra pas relever les défis économiques, sociétaux, environnementaux s'il n'y a pas de la confiance dans les organisations et entre les organisations. Et on ne pourra pas créer cette confiance si on ne sait pas négocier. La négociation, c'est le moyen le plus vertueux et efficace pour gérer un conflit. Comment vous allez faire tout ça? Alors, vous allez faire appel à vos équipes qui vont former les jeunes Oui, on a déjà monté cette école, elle est structurée. On va communiquer à partir de janvier sur cette école. D'accord. Mais on a déjà monté l'école. On a les experts de l'agence TTA qui sont déjà tous très motivés pour enseigner au sein de cette école. Bien sûr. On a un programme de formation sur une année, avec une semaine à l'école et 3 semaines en alternance. Génial. On a déjà des grands groupes qui nous ont suivis tout de suite, sans hésiter, pour prendre des alternants, pour proposer des professionnels de leurs entreprises pour venir intervenir une journée dans l'école pour expliquer le métier de DRH, le métier de commercial. Voilà, mais l'expliquer avec un angle négociation, pas avec un angle technique. Canon. Donc oui, c'est un engouement qui est assez fort et ça nous rassure parce que ça montre que à la fois les étudiants, à la fois leurs parents, on reçoit des dizaines de messages de parents tous les ans qui disent « mais j'ai envie de voir ce qui se fait parce que mon fils voudrait être négociateur, ma fille voudrait être négociatrice et je ne trouve pas d'école ». Et les entreprises nous suivent, les grands groupes nous suivent, y compris des ETI qui nous ont tout de suite répondu favorablement. Donc, il y a un engouement autour de la négociation parce que c'est une nécessité, puis parce que tout le monde s'aperçoit aujourd'hui que c'est fondamental de savoir négocier. Créer une école, c'est de la transmission. Alors, on en parle c'est de la transmission. Régulièrement ici. C'est aussi au cœur de votre vie depuis toujours, j'ai l'impression. On ne se connaît pas depuis toujours, mais depuis un certain nombre d'années. Vous en parlez beaucoup, ça vous tient à cœur. Justement, alors au-delà de la négociation évidemment, qu'est-ce qu'on ne transmet plus aujourd'hui et qui devrait être au cœur de l'éducation? C'est vrai que moi je viens d'un monde où on transmettait tout. Ma mère est prof, ses copains étaient profs, je viens d'un petit village des Pyrénées où tout le monde se connaît, tout le monde apprenait aux autres ce qu'ils savaient faire. Ouais. Et donc cette notion de transmission, elle est importante. Aujourd'hui, je trouve qu'on oublie de transmettre des choses importantes qui sont ce qu'on appelle à tort des soft skills. Qui sont des compétences majeures comme la relation, l'empathie, l'assertivité, la confiance, le lien, l'écoute, le questionnement. Vous dites qu'on les appelle à tort soft skills parce qu'elles sont bien plus importantes que des compétences douces comme ce qui serait la parce que la perception des soft skills, c'est que c'est un truc qu'on fait quand on a le temps. Il y a les hard skills, il y a le truc noble, et puis les soft skills, on les rajoute. Non, les soft skills, ces compétences humaines, ces compétences non techniques, elles devraient faire partie de la base de la formation. Ouais. Ça devrait être la majeure de tout. Et ensuite, on rajoute de la technique. Mais savoir créer la relation avec l'autre, c'est plus important que savoir faire une ligne de code. L'obsolescence des connaissances techniques, je crois que les institutions internationales qui travaillent sur le sujet les estiment autour de 2 ans aujourd'hui.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'obsolescence de la connaissance sur l'empathie. Ouais. Il n'y a pas d'obsolescence de la connaissance sur la confiance. C'est des compétences qui sont là depuis des siècles, des millénaires, et qui sont absolument nécessaires à la vie en société. Donc, renversons la table encore une fois. Commençons les formations par ce qu'on appelle les soft skills, mais qui sont les choses clés. Savoir écouter, savoir accepter que l'autre ne soit pas d'accord. Ça paraît bête, mais on a une association qui s'appelle Don de Confiance, où on reçoit des collégiens, et on a eu la chance que vous en soyez la marraine il y a 2 ans. On reçoit des collégiens sur la confiance en soi, la confiance envers les autres. Et dans ces ateliers, on a un atelier notamment pour les plus jeunes, les 11-12 ans, qui s'appelle l'atelier du 6. On a imprimé un 6 sur une grande affiche et on pose le 6 au milieu de notre grand terrain. On a un grand terrain sur notre campus et on met la moitié des enfants d'un côté et l'autre moitié de l'autre. Et on dit à ceux qui sont sur la droite du dessin, mais expliquez-leur que c'est un 6. Et effectivement, de leur côté, on voit un 6 et on demande à l'autre moitié, expliquez-leur que c'est un 9. Et de leur côté, on voit un 9. Et on regarde la réaction. Et pendant les 30 premières secondes, c'est la guerre entre les 6 et les 9. Et puis on demande à tous les enfants de faire le tour, de passer de l'autre côté. Et là, tout le monde dit, oui, c'est pas un 6 ou un 9, c'est un 6 et un 9, dont vous avez tous les deux raison. Et parce que vous avez tous les deux raison, vous n'avez pas qu'un 6 ou qu'un 9, vous avez tout ce qu'on fait avec ça. La multiplication, la division, la virgule. L'avantage, c'est que les deux ont raison, et quand vous vous mettez ensemble, ça crée de la richesse. Donc c'est bête, mais cette compétence-là, les gamins font « waouh !» alors que ça devrait être la base de la formation. Alors justement, est-ce que vous échangez aussi avec, par exemple, alors il y en a eu beaucoup là, ces derniers temps, mais un ministre de l'Éducation nationale, on pourrait se dire que, au même titre que Malin Ridal a été à l'initiative de ces cours d'empathie à l'école et dès le CP, peut-être que Laurent Combalbert pourrait être à l'initiative de cours de négociation chez les petits. On a commencé à le faire. Et c'est vrai que chaque fois qu'on voit un ministre de l'Éducation ou son équipe, on a un engouement fort. Parce que, évidemment, le sujet est intéressant. Et en plus, ces actions-là, on les mène pro bono. Quand on accompagne des enfants, quand on accompagne les services publics, généralement, les experts de l'agence TTA le feront pro bono. On a toujours cet engouement, mais ça s'arrête. Parce que soit le ministre change, soit l'équipe change, soit les priorités changent. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais c'est qu'on sent que c'est pas une priorité. C'est pas le cœur de leur réflexion. Ce que je peux comprendre, évidemment. J'avoue que j'aimerais pas être aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale parce que c'est compliqué. Mais c'est tellement important de former nos jeunes à ces sujets-là que oui, s'il fallait monter une initiative, on répondrait présent, bien sûr. Vous formez des dirigeants, vous l'avez dit, des médecins aussi, des policiers, etc. Tout type de public, mais qu'est-ce que vous avez appris de plus marquant au contact des jeunes, justement? Vous parlez de cette association Don de Confiance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit que chez les jeunes, il y a quelque chose de différent qui vous fait croire en l'avenir, notamment Alors, croire en l'avenir, je suis un optimiste forcené. Pour avoir géré des situations où on m'a dit ça ne marchera jamais et où on a réussi à résoudre par la négociation, je crois vraiment qu'on peut presque tout résoudre par la négo. Parfois trop d'ailleurs. Je suis parfois trop optimiste, mais ça c'est bien. J'espère garder ça jusqu'à la fin. Ce que je constate chez les jeunes, c'est une envie d'apprendre, mais ça c'est évident, d'apprendre des trucs qui ne vont pas forcément à l'école. Par contre, je constate qu'ils ont de plus en plus de mal à exprimer leurs émotions. Parce que la plupart des jeunes qu'on est amenés à rencontrer et avec lesquels on échange sur les émotions n'ont pas les mots pour expliquer les émotions qu'ils vivent. Et cette alexithymie, cette incapacité à mettre des mots sur des émotions, elle est problématique. Parce que je pense qu'on ne peut pas contrôler ces émotions, les maîtriser si on ne peut pas les exprimer. Je me rappelle d'un gamin qu'on a eu sur le premier jour de confiance. Et on me dit, cet enfant, il est colérique, il est compliqué. Et puis vous l'avez vécu avec nous. Hein, vous savez que les enfants, ils arrivent le matin, ils ne se connaissent pas. Donc on a 36 à 45 enfants tous les ans. Ils ne se connaissent pas, on crée des ateliers, ils se font ensuite des aventures ensemble pour montrer que la confiance et le collectif, c'est nécessaire. Et on nous dit, lui, cet enfant-là, il est colérique, il est compliqué, il est agressif. Donc évidemment, je demande aux experts de l'agence d'avoir un petit œil dessus, hein, puisque ce sont nos experts qui font les ateliers sur la confiance, la relation. Et moi, j'ai un œil sur lui, bien sûr, toute la matinée. Et quand je vais le voir, je lui dis, tu sais, on m'a dit que tu étais souvent en colère. Moi, je pense que tu n'es pas en colère, je pense que tu as peur. Tu as peur des gens que tu ne connais pas. On n'y avait pas mis la bonne étiquette sur la bonne émotion. Donc forcément, si vous dites à un gamin, mais tu es en colère, et que ce qu'il ressent, il l'étiquette comme de la colère, alors qu'en fait, c'est de la peur. Et c'est normal d'avoir peur des gens qu'on ne connaît pas. Il faut juste faire le pas pour créer la confiance. On ne peut pas gérer son émotion. Donc il ne pouvait pas gérer son émotion, je pense, parce qu'il n'avait pas le bon mot. Donc ne serait-ce que ça, apprendre à être empathique avec soi-même. Comment mes émotions se manifestent physiquement, comment je les vis. On apprend aux gamins à débriefer leurs émotions. Mais on leur apprend avec nos méthodes à nous. Hein. Les méthodes qu'on a au sein de notre équipe, on appelle ça damer ses émotions. Moi, chaque fois que je vis une émotion forte, et j'en vis souvent, je me pose 5 minutes et j'essaie de la damer. C'est un acronyme de 5 lettres, D-A-M-E-R.
Quel a été le déclencheur de l'émotion? J'essaie de me remémorer la situation qui a déclenché l'émotion. Quelle a été l'alerte physique? Comment j'ai ressenti cette émotion monter? Et on s'aperçoit que les alertes physiques, quand on est en colère, par exemple, moi j'ai les 2 points qui se matérialisent sur les maxillaires et 2 points sur les trapèzes. Donc ces 4 points, quand je les sens, hop, je sais qu'il y a quelque chose qui me met en colère. Il y a une frustration quelque part. Ensuite, comment je l'ai maîtrisé? Ça peut être par de la respiration, ça peut être par de la prise de recul, ça peut être parce que j'ai conscientisé que l'émotion arrivait. Comment les effets ont été perçus, le E de Damé. Et la plupart du temps, les gens voient l'effet de mon émotion. Et quel est le résultat? Et pratiquement tout le temps, le résultat est positif. Quand on apprend aux enfants à damer leurs émotions, on leur apprend à apprivoiser le fait que leurs émotions primaires sont toutes efficaces. Elles ne sont pas agréables. La colère, c'est pas agréable. La tristesse non plus. Mais c'est tellement important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des films absolument incroyables comme Vice Versa. Et Vice Versa 2, puisque dans le premier, ils avaient oublié 2 des émotions primaires. Mais ce film est génial, parce que ça montre aux enfants qu'on a tout ça en nous et que c'est utile. Ça nous sert à quelque chose. Ouais. Donc ça va être obligatoire. On devrait montrer Vice Versa et Vice Versa 2 à tous les enfants dans les écoles. Vous dites que la confiance s'enseigne. Vous le faites. À quoi ça ressemble un prof de confiance? Je pense que pour enseigner la confiance, il faut en avoir un peu sur soi. Il faut être sûr de soi. C'est mieux. Ouais. J'imagine. Mais expliquer qu'être sûr de soi, c'est pas être trop sûr de soi. C'est par exemple travailler sur l'ego. Ouais. On dit l'ego, là, c'est compliqué, il a de l'ego. C'est bien d'avoir de l'ego. Un enfant qui a de l'ego, c'est important. Parce qu'il a le sentiment qu'il existe. Il a le sentiment que ce qu'il fait, ça sert à quelque chose. Mais il ne faut pas trop d'ego. Parce que quand l'ego excessif crée de la souffrance auprès des autres, l'égocentrisme, voire le narcissisme, là, ça devient compliqué. Il faut de l'humilité. Mais il n'en faut pas trop. Parce que si vous êtes tout le temps dans le doute de votre compétence, vous allez aller jusqu'au syndrome de l'imposteur. Or, le doute de la compétence, c'est une compétence. Sauf qu'il s'arrête quand l'action commence. Donc, ne serait-ce que ça. Expliquer à un gamin ou à un dirigeant. Hein. L'ego, c'est bien, mais pas trop. Donc, comment je prends conscience de mon ego, comment je le pilote, sans le rabrouer, mais tout en le valorisant. Bien sûr. Et l'humilité, c'est bien, mais pas trop. Comment je débriefe mes échecs pour me dire je me suis planté, sans pour autant que ça vienne impacter ma confiance. Ça fait question d'équilibre. Bien sûr, bien sûr. Mais remontons à l'estime de soi. Ouais. Mais après, là aussi, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément, qui se construit sur l'expérience, les échecs, les réussites. Mais l'estime de soi, on devrait former les parents à développer l'estime de leurs enfants. Moi, j'ai été élevé dans un driver qui est le driver soit parfait. Mais il fallait que je sois parfait. C'est ce que vos parents vous demandaient. Mes parents me disaient, il faut que tu sois le meilleur de la classe, il faut que tu sois le premier. Donc, le classement, j'étais souvent le premier de la classe. Parce que j'étais dans la performance, il fallait être le meilleur. Et ça m'a mis aussi ce driver en tête pour mes enfants. Et donc, quand au début, mes enfants me ramenaient une note avec un 15 sur 20, je disais, ouais, 15 c'est bien, mais c'est quoi la meilleure note? Il y en a un qui a eu 18. Mais quelle question à la con? On s'en fout de la meilleure note. T'as eu 15 sur 20, c'est bien. T'es passé de 13 à 15, mais bravo, t'as gagné de 2 points. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Et on m'a pas appris ça. Et je l'ai appris par la pratique. Donc, c'est important de faire en sorte que, en tant que parents, on accepte que nos enfants ne seront pas parfaits, mais ils sont comme ils sont. Et c'est les valoriser sur ce qu'ils sont, bien et sûr. Pas sur ce qu'on voudrait qu'ils soient. Oui. Ne serait-ce que ça changerait la donne. Mais peut-être qu'on projette trop en tant que parent, j'ai pas d'enfant, mais ce qu'on aimerait qu'ils soient, ce qu'on aurait aimé être à leur place. Oui, mais ça, c'est le problème. Ce qu'on aimerait être à leur place, ça, c'est compliqué parce qu'on ne sera pas à leur place. Ils seront différents de nous. Et ils font des choses différentes. Moi, heureusement, je suis rapidement sorti du syndrome du perfectionniste qui allait chercher les 2% qui ne sont pas bons alors que 90% est super. Pour être dans, tu veux faire quel métier? Je m'en fous, mais fais-le bien juste. Fais-toi plaisir. Fais en sorte que tu te fasses plaisir dans ce que tu fais. Donc, c'est cette projection qu'on va avoir en tant que parent, elle peut être délétère, je pense. On le voit parfois. Moi, j'ai accompagné des équipes de sport où je voyais parfois des parents qui poussaient leurs gamins à la performance absolue pour être le meilleur, mais parce qu'ils projetaient ce qu'ils n'avaient pas réussi à être, ils voulaient que les enfants le soient. Et les enfants n'étaient pas heureux. Terrible. Ça se voyait qu'ils n'étaient pas heureux. Terrible. Mais peut-être qu'on n'avait pas expliqué à ses parents que ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas la bonne chose. L'alignement sur l'estime de soi, c'est pas ce que j'aimerais que mon enfant soit, c'est est-ce qu'il fait ce qu'il a envie d'être, est-ce qu'il est heureux dans ce qu'il fait? Ben oui, alors ça suffit. Ça paraît tellement logique et universel. Mais on nous apprend pas ça. Non, c'est vrai. On nous a pas appris ça. Donc j'espère que j'ai transmis ça à mes enfants et ils élèveront leurs enfants comme ça. Mais c'est tout un problème d'éducation des parents. Culturel presque et même de société.
J'avais écrit un livre qui s'appelait « Devenez meilleur négociateur que vos enfants ». J'adore. Et je ressors un autre livre dans ce genre qui va s'appeler « Apprendre à négocier avec ses enfants ». En gardant son calme. Parce que je pense que si nos enfants nous voient négocier, et si on leur apprend à négocier, on va en faire des adultes responsables, capables de faire face au conflit de manière positive. Ça ne veut pas dire négocier qu'on va tout céder. Il y a des sujets non négociables, des sujets jamais négociables. On ne touche pas aux valeurs, par exemple. Il y a des sujets sur lesquels on ne revient jamais. Mais si on leur montre que sur d'autres points, d'autres thématiques, on peut discuter. Ça ne veut pas dire que je vais te dire oui, mais au moins tu m'exprimes tes arguments, je t'exprime les miens. Et éventuellement, on trouve une solution commune. Mais si on la trouve, c'est bien. On l'a fait par la discussion, pas en criant, pas en imposant. Je pense que, on donne un exemple qui est intéressant. Ça changerait tellement tout. Ouais. Vous avez quitté un uniforme. Ouais. Et quel uniforme, pour créer votre entreprise, pour écrire, pour faire tout un tas de projets associatifs aussi. Ça demande aussi de la négociation avec soi-même. C'est une prise de risque à un moment donné, mais je n'ai pas retrouvé ce que j'attendais. Alors, encore une fois, quand je suis rentré dans la police, je voulais entrer au RAID. Ouais. C'était ma vocation, je voulais faire que ça. Et donc, j'ai un peu idéalisé aussi ce que c'était qu'un groupe d'intervention, un groupe d'élite. D'accord. Mais qui reste un super groupe. Bien évidemment, tous les groupes d'intervention sont des super groupes, mais ça reste piloté par des humains, avec des bons côtés et des mauvais côtés. Et puis, l'administration a plein d'avantages, mais un inconvénient, c'est la lourdeur. C'est-à-dire que dès que j'avais une idée, c'était trop tôt, c'était pas la bonne. Voilà. Vous étiez un peu donc, au bout d'un moment, ou... je me suis dit, j'ai deux options. Soit je reste, je me mets dans le moule, et pourquoi pas, hein. Je fais 9h-17h, je fais du sport, je fais des missions intéressantes. Mais est-ce que j'ai envie de ça? Surtout à l'âge que j'ai, j'avais 32 ans quand j'ai quitté le RAID. Ou alors, je prends le risque de partir créer une entreprise. Et puis, j'avais eu la chance de côtoyer des profs d'HEC, parce que j'allais voir les cours de négociation d'HEC, en leur expliquant que j'étais négociateur de police et je voulais voir comment on pouvait transposer les cours d'HEC à mes missions de police. Alors pourquoi HEC? D'abord parce que c'est une école assez géniale. Ouais. Et puis ensuite, HEC était à Jouer-en-Josas et le RAID était à Bièvre. Donc on avait 3 km de distance. Des voisins. Ce qui me permettait de rentrer au RAID s'il y avait une alerte qui tombait, s'il fallait partir en mission. Et un jour, j'ai entendu un prof d'HEC dire cette phrase: un fonctionnaire, ça fonctionne. Un entrepreneur, ça entreprend. Et je me suis dit, waouh, je crois que j'ai plus envie d'entreprendre que de fonctionner. Ouais. Donc, je quitte et je monte ma structure et je monte mon équipe. Ça crée... Enfin, j'imagine que ça demande aussi beaucoup de courage, quelque part, dans l'univers qui était le vôtre, très masculin, très on est là au service de la patrie, etc. Est-ce qu'on ne vous a pas accusé de, justement, être un peu solitaire Si, bien sûr. Vous avez forcément... Alors, les gens qui vous aiment bien et qui disent « t'as bien fait », waouh, c'est vachement bien ce que tu fais. Parce que ça fait un peu plus de 20 ans que je suis parti, mais j'essaie encore d'expliquer justement pourquoi ces groupes d'intervention, et notamment le RAID, sont des équipes formidables et avec des fonctionnements d'équipe qu'on peut transposer dans le monde de l'entreprise. Mais il y a aussi forcément, comme partout, des gens qui sont jaloux de ce que vous faites parce qu'ils n'ont pas osé le faire ou parce qu'ils ne sont pas compétents pour le faire. Et donc, ils se projettent en disant « mais tu vas partir dans le privé, gagner de l'argent avec l'image du RAID ». Faites pareil. Faites pareil, testez, vous verrez que ce n'est pas si simple. Parce que l'image du RAID, quand vous arrivez dans une entreprise, moi je l'ai vécu quand j'ai monté ma boîte, c'est vrai qu'elle vous ouvre une porte. Quand vous venez du RAID, on a envie de vous voir. Mais ça met la barre très haut. Vous devez être bon. Parce que alors, sinon, la déception, elle est quand même très forte. Donc finalement, ce n'est pas un si gros avantage que ça. C'est un avantage sur le premier coup, mais ça peut devenir un inconvénient dans la durée. D'ailleurs, j'ai quelques collègues qui ont fait comme moi, qui sont aussi partis dans le privé, qui sont aperçus à ce moment-là que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pouvait imaginer. Mais c'est logique, la vie de l'entreprise, elle est beaucoup plus complexe que celle d'un groupe d'intervention. Et d'ailleurs, les négociations dans l'entreprise sont plus difficiles que celles du RAID. C'est ce que j'allais vous dire. Lequel est le plus challenging Au RAID, vous avez une colonne d'assaut qui est prête à donner l'assaut si vous n'arrivez pas à négocier. Vous avez des snipers qui assurent votre sécurité, vous avez du renseignement. Et la négociation, c'est l'exceptionnel. Le droit commun dans un groupe d'intervention, c'est l'intervention, c'est casser la porte. Et la négo, c'est le truc en plus. Si on arrive, bravo. Si on n'arrive pas, on casse la porte. Dans l'entreprise, c'est l'inverse. Vous n'avez pas de rapport de force. Vous n'avez pas de groupe d'intervention. La relation avec vos parties prenantes, qu'elles soient commerciales, sociales, vos délégués du personnel, vos DRH, elle est permanente. Vous avez les gens tout le temps face à vous. On ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher. Pas de pratique non éthique. Et la négociation, c'est le droit commun. C'est ce qui devrait réussir. Et l'exceptionnel, c'est de trancher par la loi ou par la force. Donc oui, ce monde de l'entreprise, il est plus difficile que celui du RAID et des groupes d'intervention. Mais il est justement pour ça beaucoup plus passionnant.
C'est plus difficile de négocier dans une entreprise que de négocier face à un forcené. C'est moins dangereux, mais c'est beaucoup plus difficile. Et c'est le vrai apprentissage de la négociation, c'est dans l'entreprise que je l'ai fait. Au RAID, j'ai appris à gérer la pression, gérer la haute intensité. Dans l'entreprise, j'ai appris à négocier dans la durée, sur des accords justes et équitables, parce que c'est ceux qui vont devoir perdurer pendant des années. Votre parcours, il a été guidé, de ce que j'en comprends, de ce que je vois aussi, par une quête de sens, plus qu'une quête de réussite. Comment on sait qu'on est encore aligné avec sa mission, quel que soit notre âge d'ailleurs? C'est vrai que le sens de la mission, évidemment, il est personnel. Moi, je voulais rentrer au RAID pour les colonnes d'assaut. Je voulais casser les portes. Ce que vous n'avez jamais fait? Ce que j'ai jamais fait. J'ai jamais cassé une porte quand j'étais au RAID. J'en ai cassé un peu avant, mais quand j'étais... Ouais, j'ai dirigé pendant 3 ans les sections d'intervention de la CRS 8, une compagnie dont on parle assez régulièrement, parce que c'était la compagnie qui était autour du RAID et je voulais me rapprocher du RAID. Donc, en sortie d'école, j'ai pris la CRS 8. Mais quand Michel Marie m'a proposé de rejoindre le RAID pour négocier, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Casser des portes ou sauver des vies? Parce que casser des portes, c'est une façon de sauver la vie. Mais je t'en propose une autre. Si ton job, c'est de sauver des vies, on va essayer de le faire par la négociation. Et en fait, le sens réel, c'était ça. Je voulais sauver des vies quand je suis rentré au RAID. Après, dans le monde de l'entreprise, je ne sauve pas des vies tous les jours. Mais j'essaie de faire en sorte que les conflits se résolvent de manière efficace pour toutes les parties prenantes. Et ce n'est pas simple. Parce qu'il faut encore une fois créer de la confiance et un minimum de confiance. Donc voilà, je me suis retrouvé à devoir transposer ce sens que j'avais quand j'étais au RAID au monde de l'entreprise. Mais je le retrouve aujourd'hui, bien sûr. Quand on arrive à amener une entreprise à négocier un accord commercial qui va générer du chiffre d'affaires et donc de l'emploi et donc du résultat et donc du réinvestissement. Complètement dingue. Bien sûr que c'est super important. Et c'est une manière aussi de changer les vies. Bien sûr, bien sûr. Ce mec-là, Michel Marie, il était quand même visionnaire. À l'époque, la négociation, au RAID ou dans un groupe d'intervention, sauf erreur de ma part, ça n'existait pas, c'est ça? Ça n'existait pas en tant que tel. On n'appelait pas ça de négociation. Mais on a toujours négocié. Si vous regardez des films qui parlent de grands criminels comme Mesrine, par exemple, on voit Broussard, d'ailleurs Broussard qui est un des fondateurs du RAID, qui va négocier. Il va frapper à la porte, il dit « Allez Jacques, sors ». Et Jacques Mesrine lui dit « Amène une bouteille de champagne, Robert, et je vais sortir ». C'est de la négo, bien sûr. Donc on a toujours négocié, mais c'était plutôt l'apanage des grands flics ou des grands patrons qui avaient une présence forte, un charisme puissant. Mais pas la formation pour. Mais qui le faisaient de manière empirique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est devenu un métier, alors en France notamment, c'est devenu un métier. Quand Michel Marie, en 85, a rejoint le RAID, il a commencé à toucher aux sciences humaines et à se dire que ça pourrait avoir de l'utilité. Et c'est en 91, quand il part au FBI pour faire un stage de technique et non pas du tout de négociation, il était chef du groupe technique du RAID, qu'il va rencontrer Gary Nossner. Et Gary Nossner, qui était le chef des négociateurs du FBI, va lui dire « Nous, on fait de la négo, voilà comment on l'a fait, voilà comment on se forme ». Il va renier avec cette idée-là. Mais la négociation, ça fait partie des relations humaines depuis des millénaires. On négocie depuis toujours. Négocium, ça veut dire la négation du loisir, la négation des choses oisives. Donc, la négociation, pour les Romains, c'était tout ce qui touche aux affaires au sens très large, pas que le commerce, tout ce qui relève des choses sérieuses. Donc, bien sûr, on négocie depuis des millénaires et on n'a rien inventé. On a juste un peu structuré cette approche-là. Donc, la négociation, c'est tout sauf une soft skill. C'est une compétence de base de la vie en société. C'est le savoir vivre ensemble, c'est aussi savoir négocier pour sortir des conflits de la tête haute. Tout le monde, la tête haute. Compétence et expertise qui est au cœur d'une série, Ransom, que vous avez inspiré. Comment vous avez vécu cette expérience de voir votre vie quelque part devenir une fiction? C'est un truc qui est complètement dingue. C'est une rencontre dans un avion. Je me trouvais à côté d'une productrice complètement par hasard. Non, mais déjà ça, c'est énorme. Dans un avion, je venais de gérer un kidnapping, un peu compliqué. Et je rédigeais mon rapport de mission, mon débriefing de mission. Je le fais toujours à chaud. Donc dans l'avion, je commençais à rédiger. Et puis, elle a regardé au-dessus de mon épaule. À l'époque, on n'avait pas les filtres d'écran. Et d'ailleurs, heureusement. Et donc, elle a vu que je parlais de kidnapping. On a commencé à échanger. Une productrice française, Valérie Péchel. Et puis, on a commencé à discuter de ce métier-là et qu'est-ce qu'on pourrait en faire et pourquoi pas une série. Et donc, avec Odile McDonald, toutes les deux, elles se sont réunies pour qu'on puisse faire de ce métier une série télé avec un acteur de Game of Thrones qui jouait mon rôle dans la série, Luc Roberts. Et d'ailleurs, Luc est venu, j'ai formé Luc pendant une semaine sur notre approche de la négo pour qu'il comprenne comment ça fonctionnait une équipe de négociateurs. Et c'est Frank Spoznitz, le scénariste de X-Files, qui a fait les scénarios et qui développe ce métier de négociateur, puisque c'est un négociateur privé, ancien négociateur de police, qui réalise des missions. Et ce que j'avais demandé, c'est que ce soit un franco-américain. Dans la série, il est franco-américain, puisqu'on voulait qu'il y ait la trace d'un négociateur français dans cette ADN. Génial. Ouais. Trop fort. Mais quel resta. Qu'est-ce qui...
Parce qu'on parle de plus en plus de négociations aujourd'hui parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des conflits, parce que la situation politique, en France comme ailleurs d'ailleurs, l'impose. On a l'impression, malgré tout, que la confiance collective s'est cassée il y a quelque temps. Malgré tout, est-ce qu'on se faisait plus confiance les uns les autres à d'autres époques et surtout, qu'est-ce qui aurait cassé cette confiance collective ? Après, c'est ma vision avec ma petite lorgnette. Je pense qu'on n'a plus de récits communs. On n'a plus d'objectifs communs partagés. Ou on ne s'en aperçoit pas. Aujourd'hui, tout le monde regarde son intérêt personnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais dans un collectif, dans une communauté, dans une civilisation, il faut que notre intérêt individuel s'aligne avec un objectif commun. D'abord parce qu'on ne peut pas survivre si on est tout seul. Et ensuite, on ne peut pas survivre si on n'est pas capable, à un moment donné, d'accepter de faire des concessions sur nos intérêts personnels pour satisfaire un intérêt collectif. Mais prenons le climat. Aujourd'hui, on est tous conscients du dérèglement climatique, de l'impact qu'il peut avoir de la fonte des glaces. Mais est-ce qu'on fait chacun des efforts au quotidien ? Est-ce que chacun est prêt à transiger sur ses intérêts personnels, voyager un peu moins en avion peut-être, utiliser un véhicule électrique ? Moi, je roule en électrique depuis 10 ans parce que je trouve que c'est ahurissant de rouler avec un véhicule thermique alors qu'il y a des véhicules électriques. Et aujourd'hui, ça marche très bien et c'est très efficace. Mais est-ce qu'on est prêt à faire cette concession de dire j'aurais pas une voiture qui pétarade et qui a un joli bruit, mais j'aurais une voiture qui marche comme sur un tapis roulant Est-ce que je suis prêt à faire ces concessions pour un intérêt collectif qui est la préservation de notre mode de vie ? Parce que c'est pas la préservation de la planète. Il faut arrêter de dire qu'on va sauver la planète. Elle n'en a rien à foutre de nous, la planète. Elle était là bien avant nous et elle sera là bien après nous. Elle n'a pas besoin des humains pour vivre. Mais dans quel état ? Mais elle sera dans un autre état. Mais nous-mêmes, l'humain, on vit dans les déchets d'une autre espèce. L'oxygène, c'est le déchet d'une autre espèce. Donc, on va bien trouver un autre organisme qui va se développer dans les déchets de l'humain. Ce n'est pas un problème de savoir si la planète va survivre. Elle survivra. C'est juste comment nous, humains, comment nos enfants et nos petits-enfants vivront si on ne fait pas des efforts aujourd'hui. C'est cette logique d'accepter ce discours commun. Et quand on entend des hommes piller le réchauffement climatique, alors le dérèglement, parce que mais il neige à New York, regardez, ça ne se réchauffe pas. Enfin, c'est stupide de réagir comme ça. Quand on voit la négation de certains éléments scientifiques, le GIEC apporte des preuves qui ne sont pas orientées, qui sont juste scientifiques, des constatations. La négation de cet objectif commun qui est de dire on doit faire un petit peu attention, parce que sinon nos petits-enfants ne survivront pas ou vivront dans des bulles. C'est ça l'acceptation de négocier nos intérêts individuels pour rentrer dans cette logique plus collective. C'est quand même assez dingue d'ailleurs, parce que les faits sont là. Je ne sais pas comment vous faites dans le cadre de négociations, mais on a l'impression que les faits sont là et ils sont irréfutables, puisque des groupes d'experts, ou alors on nie les experts, mais j'allais vous poser la question à un moment, est-ce que c'est pas juste de la mauvaise foi ? Et est-ce qu'on peut négocier avec des gens qui sont de mauvaise foi ? La mauvaise foi, c'est quand c'est volontaire. Je sais que les faits sont vrais, mais je dis qu'ils sont faux. Je sais que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique est présent, mais je dis que c'est pas vrai parce que ça va à l'encontre de mes intérêts économiques. Voilà. Donc ça, c'est la mauvaise foi. Je mens, je sais que je vous mens. On peut négocier avec des gens de mauvaise foi s'ils acceptent à un moment donné de reconnaître les faits comme étant vrais, bien qu'ils ont affirmé qu'ils étaient faux. Mais on est aussi parfois dans du déni de la réalité, ou par des gens qui, inconsciemment, n'ont pas envie de faire d'efforts individuels et donc vont nier les faits qui imposeraient cet effort individuel. Je ne vois pas la réalité des choses. Comme ça, je ne suis pas obligé de m'aligner. Je peux rester dans mon mode de vie et considérer qu'il est le bon. Mais qui a raison, qui a tort ? Quelle est la vraie vérité aujourd'hui ? Personne ne sait. Tiens, prenez l'exemple des anti-vax ou des pro-vax. Qui avait raison ? Moi, j'ai mon avis. Je me suis fait vacciner et je continuerai à me faire vacciner. Mais quand je suis face à des gens qui sont contre la vaccination et qui me donnent des faits scientifiques qui, pour eux, sont vrais, même si moi, je pense qu'ils ne sont pas étayés scientifiquement, mais si eux pensent qu'ils sont vrais, et que les faits sur lesquels je me base pour me faire vacciner sont faux, leur vérité est plus importante pour eux que la mienne. On appelle ça en négociation le SOFA. On doit négocier sur un SOFA, le socle objectif des faits acceptés. Il faut un socle de discussion, une base objective, non interprétée, factuelle et acceptée par tous. S'il n'y a pas de SOFA commun, si on est sur deux SOFAs différents, on ne peut pas négocier ensemble. Nos vérités sont pas concordantes. Mais on a l'impression, je prends la guerre entre la Russie et l'Ukraine, entre tout, et même le réchauffement climatique, dans ces cas-là, on n'a pas du tout de SOFA. Non, on n'en a pas. Mais parce que, alors en l'occurrence, je pense plus à la mauvaise foi de Vladimir Poutine qu'au déni de la réalité. Mais pour avoir des Russes dans mon équipe, des négociateurs russes, quand on échange avec eux, leur vérité n'est pas exactement la même que la nôtre.
Je pense que la mienne est plus vraie que la leur. Heureusement, sinon j'aurais une dissonance. Mais la leur, elle est vraie pour eux. Donc on n'est pas aligné sur certains échanges. D'ailleurs, on ne discute pas du conflit entre l'Ukraine et la Russie parce qu'on n'est pas d'accord sur les éléments qui basent cette agression russe. J'ai vu des Russes qui m'expliquaient, oui, que les Ukrainiens sont tous des nazis et qu'il faut dénazifier. Mais ils y croyaient. Je pense que c'est faux, mais eux croient que c'est vrai. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est le problème des dogmatiques. Ouais, et en même temps, ça complexifie quand même sacrément les relations et toute base de négociation. Mais je pense que c'est aujourd'hui un vrai problème français, mondial, c'est qu'on n'a pas de vérité commune. On n'a pas de récit commun, on n'a pas d'objectif commun, on n'a pas de vérité commune. Mais à quoi c'est dû, ça? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que... Je pense que les réseaux sociaux sont délétères parce qu'il y a un effet de clôture dans les réseaux sociaux. Vous voyez ce que vous avez envie de voir. Vous voyez les gens qui pensent comme vous. Bulle de filtre. Oui, comme vous avez des milliers de personnes qui pensent comme vous pensez que c'est la vérité. Ouais. Mais c'est l'heuristique de disponibilité. Si je vous demande quelle est la statistique des accidents d'avion, vous allez me dire, je ne sais pas, 5%. Parce que quand je vous parle d'accident d'avion, vous avez une image d'accident d'avion qui apparaît en tête. Alors que la statistique, c'est beaucoup moins. Oui. Sauf que votre cerveau va aller chercher ce qu'il a à sa disposition pour analyser. Vous n'avez pas les vraies statistiques, vous avez juste les images que vous avez en tête. Donc ce biais perceptif, cette heuristique dysfonctionnelle, elle rend la perception de la réalité très très complexe. Donc les réseaux sociaux participent à ça. Et en plus, notre cerveau n'aime pas l'incertitude. Donc il va interpréter. Il va voir ce qu'il a envie de voir. On avait Saint Thomas, qui croyait ce qu'il voyait, et on a Saint Donald, qui voit que ce qu'il croit. Mais c'est vraiment problématique, parce qu'il ne voit que ce qui correspond à ses croyances, et le reste, il l'élimine. Soit en invalidant la source n'est pas fiable, soit en invalidant l'information n'est pas vraie. Donc, tout ça pour relier à vos actualités, j'ai l'impression qu'il devient de fait de plus en plus difficile de négocier avec un jeune, notamment, qui utilise en tout cas les réseaux sociaux, puisque quelque part, c'est le même mécanisme qui se met en place. Donc, courez en librairie et achetez votre dernier livre. Oui, et puis, formez vos enfants, éduquez-les, non pas à des compétences dures, mais à du savoir-faire, à du savoir-être. Au sein de l'école des métiers de la négociation, on va développer des compétences sur l'agilité, sur la plasticité cognitive, sur la capacité à s'adapter aux situations et aux imprévus. Pas uniquement à apprendre à faire un mandat de négociation, une ligne de négociation, établir un rapport de force. Ça, c'est de la technique, on va bien sûr leur apprendre. Mais on va aussi former des esprits à cette agilité cognitive absolument nécessaire dans un monde où les gens sont de plus en plus dans des vérités différentes. Et il faudra les réaligner, négocier avec eux un socle commun pour pouvoir construire avec eux. C'est la vie de nos civilisations, je pense, qui est en cause. Laurent, on arrive malheureusement à la fin de cette interview, première partie d'interview. On va passer maintenant aux 5 dernières minutes avec un format où je vais vous poser des questions un peu plus courtes qui demandent des réponses plus courtes. Si vous êtes prêts, on est parti. Première question. Quelle est votre plus grande fierté dans votre parcours? Professionnel? Ouais. C'est la transmission. C'est le nombre de personnes qu'on forme. Diplôme ou expérience? Moi, ce que je préfère? Ouais. Expérience. Toutes les dernières personnes que j'ai recrutées, je n'ai même pas regardé leur diplôme. Je sais que mes enfants ont eu des diplômes, je les ai même pas vus, je m'en fous. Je veux juste qu'ils sachent faire des choses pratiques. Hyper intéressant. La qualité la plus importante pour réussir en France? En France? Ouais. Alors celle qu'il faut avoir ou celle qui serait nécessaire? On peut partir des deux parce que j'imagine qu'elles sont différentes. Celle qu'il faut avoir en France parce qu'il faut de la conviction. Ouais. Face à des gens qui ne sont pas d'accord, il faut être convaincu de ce qu'on raconte. La compétence qu'il faudrait avoir, mais ça c'est mon rêve un peu utopique, c'est la confiance. Savoir créer la confiance rapidement. Bien sûr. Une chose que vous changeriez à l'école? L'apprentissage des erreurs. Le droit à l'initiative. Plante-toi, c'est pas grave. Ose le faire. Mais apprends. J'allais vous poser la question de votre vision de l'éducation dans 20 ans, mais j'imagine que c'est... Je pense que l'éducation va devoir forcément bouger, et c'est pas les profs qu'on la fera bouger, c'est pas la formation des profs. Donc oui, c'est former non pas des compétences dures et techniques, ça ils vont le trouver sur l'IA. Ouais. Vous allez sur ChatGPT, il va vous faire un cours de maths en 5 secondes. Former des enfants à leur agilité, à l'agilité psychologique, à la capacité d'ouverture d'esprit. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a profondément marqué dans votre vie? Alors Saint-Germain ou la négociation, de Francis Walder, qui est un bouquin absolument génial sur la négociation. Mais celui qui m'a vraiment marqué, qui a changé ma façon de voir le monde, c'est La méthode d'Edgar Morin. Ouais. Dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. J'aimerais rencontrer Edgar Morin. Edgar Morin vieillit chaque année, comme nous tous. On a un des plus grands chercheurs sur la complexité. C'est mon rêve, ce serait de... Vous l'avez jamais rencontré? Jamais rencontré.
Avec le réseau que vous avez. C'est vrai, j'ai jamais osé. Il y a 2 personnes que j'aimerais rencontrer, Edgar Morin et Alexandre Astier, le fondateur de la série Kaamelott, parce que ce gars est un génie absolu. Bon, voilà. Donc si un jour quelqu'un peut m'organiser un dîner avec Edgar Morin et Alexandre Astier... Le message est passé, messieurs, dames. Si vous avez le 06, est-ce que vous pouvez mettre en relation Laurent avec eux? J'allais vous poser une autre question. Parmi les personnalités décédées, avec qui rêveriez-vous de dîner? Merci. Churchill. Vous avez une fascination pour Churchill. Ouais. Le gars a fait des erreurs colossales, il les a toutes reconnues, mais quand il fallait être là, il était là. Il est assez bluffant. Ouais. Le plus grand défi des jeunes aujourd'hui, c'est quoi? Accepter des vérités différentes des leurs pour en créer une commune à la fin. Est-ce qu'il y a un prof qui a changé votre vie? Ouais. Monsieur Delbray, prof d'histoire géo en seconde. Je voulais faire du droit pour rentrer dans la police. Et comme j'étais bon en maths, on voulait m'envoyer en S pour être ingénieur, le rêve de ma mère. Ouf. Et c'est monsieur Delbray qui a dit pas question. Il veut faire du droit, donc il va en B, en économie. À l'époque, c'était B. Et c'est lui qui a orienté ça. On l'embrasse. Ouais. Et maintenant, dernière question, cher Laurent. Si vous deviez passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à quelqu'un d'autre pour nous parler des sujets dont nous avons parlé aujourd'hui. Je viens de le citer, Edgar Morin. Ouais. Il a une vision du monde qui est assez dingue. On va vous inviter tous les deux alors. Écoutez, avec grand plaisir. Je ferai les cafés, je servirai. Ne vous inquiétez pas, je me débrouille. Invitation est lancée. Merci infiniment, en tout cas Laurent, d'avoir été parmi nous. Merci. On vous souhaite tout le meilleur pour le lancement de cette nouvelle école. Merci beaucoup. Et puis pour tout le reste. Merci Philippine.